Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour la famille, c'est Eric Couder. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission pour toute la famille à partager sans modération. Le sommaire, dans quelques instants, la rubrique Allô, parlons jeunesse. Je téléphonerai à Naïma Zekri de Bouza, créatrice mode femme enceinte et gérante de Bébé Bump. Dans la rubrique À vos agendas, je recevrai Alexis Lécu, directeur scientifique du parc zoologique de Paris. Nous parlerons des girafes et de l'événement Les Rendez-vous Sauvages. Je recevrai également Boris Wastio, directeur et commissaire d'exposition, et Nora Berriou, médiatrice culturelle et scientifique du MEG, le musée d'ethnographie de Genève. Nous parlerons de l'exposition temporaire Afrique, les religions de l'Estase. Et nous découvrirons également la bande-annonce du film Les Indestructibles 2. Dans la rubrique Invité, je recevrai l'auteur, compositeur et interprète Inca à l'occasion de son nouveau single Je me sens vivant. Alors la famille Que faire des mômes, c'est votre émission. Si vous êtes parents, grands-parents, professionnels, je vous invite, comme le font déjà des dizaines d'auditeurs, à partager avec nous vos idées sorties, spectacles, films, musées et bons plans que vous avez testés en famille dans notre groupe Facebook. Tout de suite, rien que pour vous, en partenariat avec l'ONG CNRJ, Allô, parlons jeunesse. Que faire des mômes? L'ONG CNRJ est l'organisation non gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. L'ONG CNRJ possède un statut consultatif spécial auprès de l'ONU et est présente dans plus de 20 pays dans le monde. L'ONG CNRJ est construite par des citoyens sans argent des États, elle est donc indépendante. Elle travaille à permettre à la jeunesse de mieux prendre sa place dans le monde. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse. J'appelle sans plus attendre Naïma Zekri de Bouza. Oui, allô? Oui, allô, Naïma Zekri de Bouza? Oui. Oui, bonjour, c'est Eric Couder de l'émission Que faire des mômes. Bonjour Eric. Vous êtes créatrice mode femme enceinte et gérante de Bébé Bump. Racontez-nous, qu'est-ce que c'est que Bébé Bump? Alors, Bébé Bump propose des vêtements pour femmes enceintes. Oui. Des vêtements chics, originaux et confortables. Ce sont des pièces uniques pour le moment, puisque ça vient tout juste de sortir. L'entreprise a moins d'1 an. C'est de la fabrication française et nous proposons de la création à des prix abordables. Alors c'est après 2 grossesses que vous avez constaté que le marché du vêtement pour femmes enceintes était cruellement dépourvu de choix et surtout de style. Et c'est à ce moment-là que vous avez décidé d'habiller les femmes enceintes. Hein. Ah oui, tout à fait. En fait, après mes 2 grossesses, je me suis rendu compte que je peinais à trouver quelque chose qui m'aille. J'avais pris pas mal de kilos pendant ces grossesses et moi qui suis très mode, qui est un attrait particulier depuis toute petite pour le monde de la mode, j'ai vraiment pas trouvé mon bonheur et je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose au plus vite. Depuis toute petite, la mode vous intéresse? Ouais, depuis toute petite. J'ai toujours aimé me tenir au courant des dernières tendances. Après mes études de commerce, je me suis tournée vers les grandes marques de prêt-à-porter féminin en occupant des postes de direction et dans lesquels je m'épanouissais et évoluais. Et puis, patatras, j'ai eu ma première grossesse et tout a changé. Alors vous êtes vous-même maman, vous avez 2 enfants. Oui, je suis enceinte du 3e actuellement. Du 3e. Alors cette fois-ci, vous n'avez pas de... Ça se passe bien? Ça se passe bien. Vous n'avez pas de difficulté donc à trouver de vêtements adaptés cette fois-ci? Non, c'est génial. Oui. Je me suis dit, je suis en tout début de grossesse, mais les produits Bébé Bump s'adaptent à la grossesse, puis à l'après-grossesse. Ce ne sont pas des vêtements que vous jetez ou que vous laissez dans le placard. Ça s'adapte vraiment à l'après-grossesse, voire à l'allaitement. Dites-nous-en un peu plus sur le site. Que pourront découvrir nos auditrices et auditeurs? Comment fonctionne le site? Et quels sont les vêtements de grossesse que vous proposez? Ils pourront trouver de jolies photos. Oui. C'est un site assez classique, navigation très simple, vraiment ils n'ont qu'à se laisser guider. Les photos, en fait c'est classé par, par modèle. Vous avez les robes, les pantalons et les hauts. Ils n'ont juste qu'à cliquer dessus, c'est assez simple. Hein. Vraiment un site classique. Quelques mots sur le kit de maternité. Alors le kit de maternité propose les 4 pièces essentielles et incontournables à la grossesse. Vous avez une robe longue, une robe un peu plus courte,
un débardeur et un legging. C'est vraiment les 4 pièces incontournables dont on a besoin durant la grossesse. Parlez-nous de la collection de cet été. Qu'est-ce qui est tendance? Alors cet été, c'est la robe en dessous du genou qui est tendance. Oui. Et la couleur rouge, essentiellement. Il y a les pois, il y a le rouge et il y a le bleu marine aussi. Oui. Le bleu marine et le nouveau noir actuellement. Le nouveau noir, c'est-à-dire, Oui. c'est quoi le nouveau noir? Avant, c'était le noir qu'on portait facilement. C'était vraiment, il fallait avoir la petite robe noire, absolument. Maintenant, ça tend vers le bleu marine. Oui, Mais le noir est toujours d'actualité, je vous rassure. très bien. Quelle est la tenue la plus pratique? La robe, La robe? bien sûr. C'est Ouais. facile à enfiler. On est tout de suite chic et puis on est confortable. Oui. La tenue la plus demandée par les femmes enceintes? La tenue, alors c'est la robe séraphine avec le petit nœud. Elle est blanche et noire. Oui. Et elle est avec un petit nœud au niveau de la poitrine. Très chic. Très C'est chic. la plus chic. C'est la plus chic. La tenue indémodable, c'est quoi? La tenue, je pense que c'est un haut avec un pantalon. Oui. C'est un classique, c'est un incontournable de la garde-robe. Et quelles sont les tenues que vous conseillez aux futures mamans? Pour les mamans qui nous écoutent et qui souhaiteraient s'acheter une tenue, pourquoi pas pour cet été? Il n'y a pas vraiment de règles. Il faut qu'elles se sentent vraiment confortables. Il y en a qui préfèrent les robes. Certaines personnes préfèrent être en pantalon ou en jogging. Il n'y a pas vraiment de règles. Il faut vraiment qu'elles se trouvent jolies et qu'elles soient vraiment dans le confort parce que c'est pas évident de vivre une grossesse. On ne se sent pas vraiment... moi, je les trouve belles, mais parfois, on ne se sent pas très belle quand on est enceinte, même si c'est merveilleux, une femme enceinte. Mais il faut vraiment qu'elles se sentent à l'aise dans leurs vêtements. C'est le mot d'ordre. C'est le mot d'ordre, oui. Alors, vos créations et fabrications est française, c'est un point important pour vous? Ah oui, complètement. C'est un gage de qualité. Oui. Mon façonnier fabrique en France. Nous avons acheté nos tissus en France. C'est vraiment un gage de qualité et ça a été vraiment important. On est très chauvin. Vous êtes très chaud, oui. Donc vous créez vous-même et vous fabriquez. Comment on imagine? Comment on crée justement? De quelle façon? Franchement, ça m'est venu très naturellement en regardant la télévision, en disant tiens, ça c'est sympa, je vais l'adapter. Je me suis mise à dessiner. Pourtant, c'est pas du tout ma formation de base. Je sors d'une école de commerce. J'ai jamais dessiné. Je suis pas très douée en dessin. Et ça m'est venu vraiment comme ça. Je me suis dit, petit à petit, je savais pas quoi faire. Je me disais, tiens, ça c'est sympa. Dès que je voyais un joli vêtement dans la rue, je l'adaptais, je dessinais. Franchement, je sais même, moi-même, quand la société a été créée, j'ai été surprise. Je me suis dit, ah oui, quand même, j'ai été au bout. Et aujourd'hui, alors, comment vous travaillez? C'est-à-dire, vous êtes à l'affût de la mode, vous regardez régulièrement, je sais pas, des émissions de mode. Qu'est-ce que vous pensez des émissions de mode actuelles? C'est plus dans le coaching, j'ai l'impression. Les émissions de mode, c'est très porté sur le coaching. Il y en a beaucoup. Mais oui, c'est sympa. C'est sympa? Moi, j'apprécie. Et oui, j'aime bien regarder ce genre d'émissions télé. Oui. Et donc, pour vous inspirer, vous faites quoi? Du shopping? Vous vous documentez? Comment ça se passe? C'est un peu de tout. C'est magazine, c'est télévision, c'est dans la rue, dans les magasins. J'observe tout. Alors, vous mettez un point d'orgue à respecter le bien-être de la future maman en choisissant des matières confortables, vous me le disiez tout à l'heure, qui sont à la fois modernes, douces et agréables. Dites-nous-en davantage. Quelles sont ces matières que vous utilisez? J'utilise un peu toutes les matières. Il y a du coton, il y a des matières naturelles et synthétiques. Maintenant, même la matière synthétique, on met un point d'orgue à ce qu'elle soit douce au toucher. Pour pas que, bien sûr, si elle est allergique, ça va pas le faire, mais même les matières synthétiques sont très douces et fluides. Vraiment, on est basé sur la qualité avant tout. Naïma Zekri de Bouza, avez-vous quelque chose à rajouter? Non, je pense qu'on a fait le tour, mais vraiment, j'insiste que les vêtements bébé bump se portent pendant et après la grossesse et que, ce sont des matières de qualité. Et que les produits mettent en valeur à la femme enceinte pour sublimer sa silhouette et ses formes. Je vous remercie Naïma Zekri de Bouza, merci beaucoup.
Merci Eric Couder. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Bébé Bump, si vous souhaitez des renseignements complémentaires, www.bb-bump.fr. Alors, chers parents, grands-parents, tantes et oncles, marraines et parrains, vous demandez souvent que faire des mômes le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire après l'école. Eh bien, chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors, en partenariat avec le jeu de plage Baba Playa, à vos agendas. Que faire des mômes? Découvrez Baba Playa, la nouvelle activité de plage qui va rendre vos enfants complètement gaga. Avec Baba Playa, pêchez et observez les poissons en toute simplicité. Baba Playa, c'est le tube de l'été. Informations sur www.babaplaya.com. Cinéma à présent, Les Indestructibles 2, un film d'animation pour la famille, un film de Brad Bird avec les voix de Gérard Lanvin, Louane Emra et Amanda Lear entre autres. Notre famille de super-héros préférés est de retour. Cette fois, c'est Hélène qui se trouve sur le devant de la scène, laissant à Bob le soin de mener à bien les 1001 missions de la vie quotidienne et de s'occuper de Violette, Flèche et de bébé Jack-Jack. C'est un changement de rythme difficile pour la famille, d'autant que personne ne mesure réellement l'étendue des incroyables pouvoirs du petit dernier. Lorsqu'un nouvel ennemi fait surface, la famille et Frozone vont devoir s'allier comme jamais pour déjouer son plan machiavélique. Je vous propose de découvrir la bande-annonce. Tu t'es lavé les mains avec du savon. Tu les as bien séchés. Quoi? Il y a que des légumes là-dedans? Qui a commandé des légumes? C'est moi. Sinon, est-ce qu'il est prévu qu'on en parle un jour? De quoi? Du sujet tabou, évidemment. Quel sujet tabou? Le nouveau travail de maman. Il est temps, grand temps de réparer nos erreurs. Aidez-nous à faire sortir de l'ombre tous les super. Nous devons changer l'opinion des gens sur les super-héros. Et pour cela, Elastigirl est notre meilleur atout. Meilleur que... moi? J'adore le nouveau travail de maman! Au revoir, chérie. Je m'occupe des enfants, pas de problème. C'est pas comme ça qu'il faut faire, papa. Le prof dit qu'on doit utiliser cette méthode. Je connais pas cette méthode. Et pourquoi ils changent les maths? Les maths, c'est les maths. Les maths, c'est les maths. Allô? Coucou, chérie. Comment vont les enfants? Très bien, super. C'est ça la crise d'adolescence? Et Jack? Il est très en forme. C'est quoi ça? Cookie, Jack. C'est pas possible. Cookie. Waouh! D'accord. Ça, c'est flippant. C'est complètement fou, non? Pour aider ma famille, je dois la quitter et pour faire régner la loi, je dois la transgresser. Fais-le pour nos enfants, pour qu'ils puissent avoir le choix. Oh, merci, jeune homme. Combustion imminente? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il y a le feu, Robert. L'hypnotiseur interrompt ce programme afin de vous délivrer un message. Enfile ton costume, ça va chauffer. J'arrive, je me dépêche. Où est-ce que tu te dépêches? T'as intérêt à te dépêcher de rentrer. Les Indestructibles 2 à découvrir au cinéma. Dans quelques minutes, la suite de Que faire des mômes, je recevrai Alexis Lécu, directeur scientifique du Parc Zoologique de Paris. Nous reviendrons sur la dernière édition des Rendez-vous Sauvages. Boris Wastio et Nora Berriou du MEG, le musée d'ethnographie de Genève. Eh bien, ensemble, nous parlerons de l'exposition temporaire Afrique, les religions de l'extase. Et Inca, auteur, compositeur et interprète, nous présentera son nouveau single, Je me sens vivant. Mais pour l'instant, c'est la pause. À tout de suite. Que faire des mômes? Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, votre émission familiale à partager sans modération, c'est Eric Couder. Il y a quelques jours avait lieu au Parc Zoologique de Paris les Rendez-vous Sauvages. L'espèce qui était mise à l'honneur est à la fois élégante, fascinante, la girafe. J'ai rencontré à cette occasion Alexis Lécu, directeur scientifique du Parc Zoologique de Paris, pour lui poser quelques questions, questions soufflées par ma petite nièce Erika concernant l'animal, mais aussi connaître le programme de l'été. Je vous propose d'écouter notre rencontre. Bonjour Alexis Lécu. Bonjour.
Alors vous êtes directeur scientifique du Parc zoologique de Paris. Les 16 et 17 juin dernier ont eu lieu pour la 4e édition, les rendez-vous sauvages. Donc c'était les girafes qui étaient à l'honneur cette fois-ci. Que s'est-il passé pendant ces rendez-vous ? Alors c'est l'occasion de faire un point et donner des précisions au public sur une espèce. On l'a fait pour les rhinocéros et la montagne. Donc là cette fois c'était les girafes, qui est une espèce assez emblématique du parc zoologique puisqu'on a un des plus grands troupeaux d'Europe, donc le public associe facilement la girafe et le parc zoologique. Et il s'est passé plein de choses, c'est le moment où les soigneurs peuvent expliquer plus précisément comment ils travaillent avec les girafes, parce que les gens aiment bien savoir comment est-ce qu'on rentre avec une girafe, comment est-ce qu'on s'occupe, comment est-ce qu'on la nourrit, comment est-ce qu'on la nettoie, qu'est-ce qu'on fait comme entraînement médical avec la girafe, puisque depuis peu au parc zoologique on fait des entraînements avec ces animaux qui sont pas aussi bêtes ce qu'on pourrait croire et qui peuvent accepter de faire des prises de sang de façon volontaire, qui peuvent accepter des tas de choses et coopérer avec les soigneurs et les vétérinaires pour faire des actes de diagnostic. Donc on montre ça au public. Et puis il y a des jeux, voilà, c'était un moment assez ludique avec une girafe gonflable pour les plus petits sur lequel ils peuvent sauter, et puis des informations un peu plus sérieuses pour les plus grands. Voilà. Quel est le but vraiment ? Parce qu'il y a quand même derrière un message. Le message, il est de dire au public qu'il a cette image un peu emblématique, symbolique du continent africain où il y a moult girafes et moult lions, et que en fait c'est pas tout à fait ça, puisque les derniers comptages qu'on a fait en Afrique sur tous les pays africains montrent que, et des girafes, pour le coup il y en a que sur ce continent-là, montrent qu'en fait il y a beaucoup moins de girafes que ce qu'on croyait, et qu'on est plutôt aux alentours de 80 à 100 000 individus. Ce qui est rien si vous comparez juste à une ville urbaine moyenne française, c'est rien du tout. Et donc c'est une espèce qu'il faut absolument préserver. C'est pour ça que son niveau de menace dans la nature, son niveau officiel de menace a monté l'année dernière, pour bien signifier qu'il faut se préoccuper de cette espèce. Alors les girafes, bien c'est une espèce, un animal qui fascine les enfants, mais pas que les enfants. Moi je suis fasciné également. Le zoo également, les coulisses. Là je suis dans les coulisses. Déjà une question. Alors j'ai imaginé des questions que les enfants auraient pu se poser. Alors la première, quelle est la fonction d'un directeur scientifique ? Alors c'est celui qui va s'occuper de toute la partie basée sur la science. Ça va de la biologie à la recherche, à la conservation. C'est en fait une espèce de pilote, chef d'orchestre, qui va faire en sorte que tous les projets, tout ce qui circule autour des animaux en termes scientifiques s'organise bien, et que les personnes travaillent en collaboration les unes avec les autres. On a beaucoup de potentiel ici, on a des soigneurs qui sont de très grande qualité, on a les chercheurs du muséum, on a des gestionnaires de collection, des vétérinaires, moi-même je suis vétérinaire, et tout ça sert une même cause qui est l'animal, soit l'animal qui est là ici physiquement sur le parc zoologique, soit l'animal qui est dans son milieu naturel et duquel il faut se préoccuper. Et tout ça, il faut qu'on essaye de pousser tous dans le même sens. Donc c'est le rôle d'un directeur scientifique. C'est un peu, on va dire, un métier qui est moins direct pour le public, qui voit bien qu'il y a un vétérinaire, qui voit bien qu'il y a un soigneur. Voilà, c'est le tout, c'est derrière de piloter un peu, parfois dans l'ombre, c'est pour que tout fonctionne bien. Pour nos amis auditeurs qui souhaiteraient devenir soigneurs ou également vétérinaires dans un parc zoologique, que faut-il faire ? Alors qu'il est, il y a des écoles de soigneurs animaliers, il y a longtemps eu 3-4, maintenant il y en a plus que ça, qui proposent des formations bien souvent après le bac, formations pour adultes, et il y en a maintenant un peu aux quatre coins de la France. Et on va dire que c'est la formation la plus facile, en tout cas la plus générique maintenant pour accéder au métier de soigneur animalier. Même si d'autres parcs zoologiques des fois peuvent choisir de prendre telle ou telle personne juste sur ses compétences. Ça commence à devenir un diplôme reconnu d'État, donc ça c'est la filière soigneur animalier. Pour ce qui est des autres métiers comme vétérinaire, il faut d'abord être vétérinaire tout court avant de se spécialiser. Et maintenant, il y a une spécialisation européenne qui existe sur les animaux de parcs zoologiques, les animaux sauvages. Donc c'est une filière différente, mais qui existe aussi. Alors maintenant, on va revenir sur les girafes. C'est quelques questions que ma petite nièce m'a soufflé, en fait.
Elle m'a dit pourquoi la girafe a un long cou. Est-ce qu'il y a une raison? Alors, on n'aime pas justement, là c'est le directeur scientifique qui vous parle, on n'aime pas dire qu'il y a des raisons à tout, ou que les animaux ont des particularités physiques ou anatomiques pour quelque chose, mais que ça les aide à faire quelque chose. Voilà, parce que le pour, ça s'appelle du finalisme, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a décidé qu'on faisait comme ci ou comme ça. La girafe a un long cou, effectivement, ça lui permet d'accéder à des strates de végétaux différents, c'est-à-dire d'avoir accès à des feuillages qui sont en hauteur, qui n'ont pas les mêmes propriétés alimentaires que le feuillage qui est en bas et qui va plus profiter à des rhinocéros noirs, à des antilopes variées qui sont plus dans la strate 0 mètre, 1 mètre, 2 mètres. La girafe, elle va profiter de feuilles qui sont beaucoup plus exposées au soleil, qui n'ont pas du tout les mêmes contenus et donc elle s'est spécialisée là-dessus. Donc son long cou lui permet d'avoir accès à ça et qui effectivement personne va lui piquer puisque il y a personne à cette hauteur-là. Et maintenant ça l'expose aussi à d'autres problématiques. Avoir ce long cou, c'est pas facile à diriger. Et c'est pour ça que c'est un animal essentiellement très peureux, qu'on peut considérer très peureux, parce que quand vous avez une vision, et je vous rappelle que les yeux de la girafe, c'est pas comme vos yeux à vous, ils sont de chaque côté de la tête, vous avez une vision qui est un petit peu panoramique, mais vous voyez pas très bien ce qui se passe à vos pieds, et ce qui est à vos pieds, c'est 5 mètres plus bas, vous faites attention, vous mettez les pattes. Et vous n'avez pas envie de courir, vous prenez des précautions, et donc ça explique aussi le caractère un peu peureux de cet animal qui, du coup, quand il marche, voit moins bien là où il marche qu'un animal qui serait à 1 mètre de hauteur. Et puis l'autre chose aussi, c'est que qu'elle expose à des dangers de la hauteur, c'est-à-dire au rayonnement solaire, parce qu'elle est plus proche du soleil. Donc on dit aussi que la couleur de sa langue, qui est bleue, en tout cas pigmentée, et lui favorise le fait qu'elle puisse sortir sa langue aussi souvent au soleil, dans les strates justement élevées, pour aller prendre des feuilles, et que comme ça la langue ne souffre pas des UV solaires qui pourraient l'affecter. Est-ce que la girafe est un animal qu'on peut apprivoiser facilement? Pour faire simple, une girafe c'est un peu une vache étirée. Donc si vous pensez qu'on peut apprivoiser une vache, oui, le terme apprivoiser, il est très compliqué à définir. C'est un animal qu'on peut pas domestiquer, mais qui reste sauvage, qui reste, comme je vous l'ai dit, très peureux, mais avec lequel on peut faire des choses, notamment cet entraînement qu'on fait au parc zoologique. On arrive à avoir un animal qui calmement va rentrer dans un espace fermé, une boîte, qui va accepter que je prenne la queue parce que de l'autre côté le soigneur la rassure, lui donne des friandises, et qui va accepter que je fasse une prise de sang, qui va accepter que je fasse une échographie. Donc on peut pas dire que c'est apprivoiser l'animal, mais en tout cas c'est autoriser avec certaines règles un contact assez proche avec l'homme, mais moyennant quoi l'animal, dès qu'il retourne dans son troupeau, il a sa vie de girafe normale avec ses relations dans le troupeau. Est-ce que ça court vite, une girafe? Ça court vite, c'est même impressionnant quand ça court vite, parce que le délié des pattes, il faut le voir, quoi. C'est-à-dire que et des fois ça nous arrive, on a nos animaux qui, surtout le matin quand c'est un peu à la fraîche, les gens qui font le petit déjeuner girafe peuvent voir ça effectivement parfois sur la sortie des girafes le matin. Elles peuvent prendre un petit coup de folie et courir pendant quelques minutes. Vous sentez le vent souffler autour, parce que ça peut aller vite, ça peut aller entre 30 et 40 km/h en vitesse de pointe, mais en tout cas il faut se rendre compte que c'est des pattes qui font 2 mètres et qui font des allers-retours, donc c'est très impressionnant à voir et ça va très vite. Alors j'ai lu que ça avait une espérance de vie de 25 ans. Alors il y a une grosse différence entre la captivité et le milieu naturel. Dans le milieu naturel, entre 20 et 25 ans en général, les girafes ont des problèmes soit infectieux, soit de prédation, soit de traumatisme, c'est-à-dire qu'elles vont se coincer la patte dans quelque chose, elles vont buter contre quelque chose, et je mets de côté tous les problèmes liés à l'homme, que ce soit de la chasse ou même des fois des accidents avec des véhicules. Tout ça c'est très mesuré, voire ça n'existe pas en zoo. Donc du coup nous on a des animaux, on a une des doyennes des girafes, c'est Agami ici, qui va largement arriver gentiment sur ses 33 ans si ça continue. Voilà, donc on dépasse largement les 20-25 ans du milieu naturel, parce que les animaux sont nourris, on en prend soin, et donc voilà.
C'est pas la même vie que sur le continent africain. Alors il y a une question qui est revenue que les enfants posent beaucoup, j'ai vu. C'est comment les girafes font pour se tenir droites alors qu'elles ont des jambes très frêles, hein, très fines. Alors ça c'est si les petits enfants se posent cette question, et il faudra qu'ils attendent d'aller à une classe un tout petit peu supérieure pour apprendre ce que c'est que le centre de gravité. Tout repose là-dessus. On a tous un centre de gravité qui nous permet d'être assez équilibré. On peut le changer un peu suivant comment on se comporte. Les girafes, non seulement elles ont les pattes très fines, mais il y a un autre handicap, c'est qu'elles reposent. Chaque patte repose sur 2 doigts. Donc c'est comme si vous étiez, reposé sur 2 doigts et les 2 dernières phalanges de vos 2 doigts. Donc c'est encore plus en équilibre. Mais seulement les répartitions du poids des pattes, des masses musculaires, fait que le centre de gravité il est très haut et ça lui permet d'être assez équilibré. Voilà, ça c'est de la physique, la nature est quand même bien faite, donc elle lui a mis ça comme handicap, c'est-à-dire que les pattes sont effectivement très grandes, très étroites, et puis en plus elle est appuyée sur 2 phalanges, mais d'un autre côté, la conformation globale et le cou qui fait balancier fait que le centre de gravité reste au niveau du corps, au milieu du corps, et ça lui permet de rester, effectivement, de ne pas se casser la figure toutes les 2 secondes. Quelles sont les infrastructures que le parc zoologique de Paris a mis en place pour accueillir les girafes? Il y a un gros troupeau, hein. Combien il y a de girafes? On a un gros troupeau qui a été longtemps de 17, voire un peu plus, 18 animaux. Régulièrement on fait partir des animaux, ça nous est arrivé encore il y a même pas 2 semaines, on a une femelle qui est partie dans un parc zoologique en Allemagne. C'est des échanges qu'on fait entre les zoos de façon classique. Donc là on est retombé à 15 animaux transitoirement, ce qui est déjà quand même un gros troupeau par rapport à la majorité des zoos qui ont des girafes. Il faut savoir que en Europe il y a environ grosso modo 700 girafes dans les parcs zoologiques. Les troupeaux sont de l'ordre de 3, 6, parfois 8 animaux, donc on a le double nous ici. Et on a en plus des femelles qui sont gestantes. Donc on leur offre en fait, c'est un animal de troupeau, c'est un animal grégaire, donc on leur offre une très grande loge où tout le monde est rassemblé la nuit. Et puis une surface extérieure qui fait près d'1 hectare. Qui leur permet d'aller où elles veulent, avec de l'eau, de l'ombre, des branchages, etc. Mais l'essentiel, c'est de penser troupeau. C'est un animal de troupeau qui a besoin de se rassurer, et c'est encore plus important quand ils sont 15, parce que chacun a son petit rôle. Il y a celle qui est plutôt modératrice, il y a celle qui est plutôt exploratrice et qui va aller au-devant des dangers pour les autres, il y a celles qui sont derrière et qui vont plutôt voir où est-ce qu'on mange. Voilà. Chacun a son petit caractère et son petit rôle, et c'est important d'autant plus quand on a des bébés, ce qui va nous arriver de nouveau l'année prochaine. Là on vient de mettre à la reproduction 3 femelles, et bon, la gestation elle est très longue chez les girafes, c'est 14 mois, donc les petits on les verra naître l'année prochaine, mais quand un petit naît, tout le troupeau s'organise autour et la particularité qu'on a toujours eu au parc zoologique de Paris, c'est qu'on fait naître les bébés au milieu du troupeau. C'est important pour nous, ça intègre tout de suite le bébé dans le groupe, et ça permet d'avoir plein de choses à montrer aux visiteurs. À suivre, donc, Que faire des mômes. Alexis Lécu nous en dira davantage sur les rendez-vous sauvages au parc zoologique de Paris. J'ai rencontré également Boris Wastio et Nora Berriou du MEG, le musée d'ethnographie de Genève. Nous parlerons ensemble de l'exposition temporaire Afrique, les religions de l'Estase, et Inca nous présentera son nouveau single Je me sens vivant. Mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes. Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission pour toute la famille à partager sans modération. C'est Eric Couder. Alexis Lécu, directeur scientifique du parc zoologique de Paris, est mon invité. Je vous propose d'écouter la suite de notre échange. Alors j'aime à rappeler qu'il est possible de parrainer un animal. En quoi consiste un parrainage? Alors le parrainage, c'est un engagement symbolique du parrain envers une espèce. On a 30 espèces à parrainer au parc zoologique. Des fois c'est des familles ou des groupes, des fois c'est un individu, c'est le cas de la girafe, où c'est Adeline la girafe qui a parrainé. Et ça tisse un lien entre le parrain et cet animal à parrainer, qui va prendre de ses nouvelles, les nouvelles du quotidien du zoo, voilà, tel jour elle va être en chaleur, tel jour elle va être gestante, la mise bas, tout ce qui rythme la vie du quotidien de cette espèce, et ça va lui permettre d'ouvrir, parce qu'il va recevoir des nouvelles de cet animal, il va recevoir des bulletins, il va recevoir des invitations un petit peu privilégiées pour venir voir certaines coulisses, ou venir voir certaines améliorations d'enclos, ou telle nouvelle
nouvel animal à certains moments. Et puis ça va lui faire réfléchir justement sur qu'est-ce qui se passe dans le milieu naturel avec cette espèce. Comment est-ce que le parc zoologique contribue à l'amélioration de la conservation de ces espèces dans le milieu naturel. Voilà. Donc ça part sur un lien binaire, vraiment unilatéral entre le parrain et un individu du parc zoologique qui va pouvoir venir voir, qu'il a bien identifié, dont il va avoir des nouvelles. Et puis ça s'ouvre un peu plus sur d'autres choses, avec à chaque fois des petites attentions particulières pour le parrain tout au long de l'année. Très bien. Alors des rendez-vous sauvages sont à venir. Quel est le programme ? Alors le programme, maintenant on profite en fait des nocturnes qui vont avoir lieu les prochains jeudis du mois de juin et du mois de juillet et de début août pour faire le rendez-vous sauvage des chauves-souris. C'est les prochains. Sur lesquels en fait les gens vont pouvoir venir voir les chauves-souris qu'on a sur le parc. On a 2 espèces qui sont dans la serre, dont une qui est en liberté, donc elle vole, elle se nourrit des fruits qui sont dans les arbres de la serre, donc c'est des animaux qui ont une vie complètement autonome ici, et qu'on voit voler plus particulièrement le soir au crépuscule, donc au moment des nocturnes. Et donc ça va nous permettre d'avoir un discours et de faire des visites guidées en parlant de ces chauves-souris, et des chauves-souris aussi extérieures, puisqu'on est en région parisienne, on est un site ouvert, et on a des chauves-souris autochtones d'Île-de-France qui viennent chasser dans le zoo, tout comme dans les alentours du bois, à la nuit tombée. Donc ça va permettre aux gens de voir des chauves-souris exotiques guyanaises et malgaches et des chauves-souris de Paris. En tout cas, j'invite tous nos amis auditeurs à venir découvrir le zoo. Je vous remercie, Alexis Lécu, merci beaucoup. Merci à vous. Les rendez-vous sauvages au parc zoologique de Paris. Après les girafes et les chauves-souris, je vous informe que de nouveaux rendez-vous sauvages vous attendent. Les 18 et 19 août, les lémuriens seront à l'honneur. Ne manquez pas le 22 et 23 septembre le coup de projecteur sur les vautours. Et un beau programme en perspective tout l'été. Exposition à présent, je me suis rendu en Suisse, à Genève plus exactement, pour découvrir l'exposition temporaire qui se tient jusqu'au 6 janvier au MEG, musée d'ethnographie de Genève. J'ai pu rencontrer à cette occasion son directeur et commissaire d'exposition, monsieur Boris Wastio, et sa médiatrice culturelle et scientifique, Nora Berriou. Je vous propose d'écouter notre échange. Bonjour monsieur Boris Wastio. Bonjour. Alors vous êtes directeur du MEG et commissaire d'exposition de l'exposition temporaire Afrique, les religions de l'extase. Quelques mots sur l'exposition et sur le musée également. Alors c'est une exposition dans laquelle on invite notre public à s'initier à la diversité religieuse en Afrique. Alors tout le monde connaît le christianisme ou l'islam, ils sont présents en Afrique depuis très longtemps, mais aussi bien d'autres religions, des religions qu'on appelle des cultes de possession, mais aussi des masques, des devins qui pratiquent la divination. Donc bien des choses en fait que notre public, s'il n'a pas eu la chance de voyager en Afrique, ne connaît pas. Quelques mots sur le musée également. Alors le musée, si vous ne le connaissez pas, le MEG, le musée d'ethnographie de la ville de Genève, qui présente en fait des expositions consacrées aux cultures du monde. On travaille sur les 5 continents, et sur des périodes historiques très très diverses. Alors on peut une année vous parler du chamanisme amazonien, l'année d'après vous parler du bouddhisme, et cette année on vous parle des religions africaines ou des religions d'Afrique, en Afrique, mais aussi à Genève, aussi dans le reste du monde. Pour revenir à l'exposition, quel est le but de cette exposition ? Le but c'est, comme je disais, d'initier nos visiteurs à la diversité des pratiques religieuses africaines, mais aussi de faire comprendre qu'on les connaît très peu, peut-être parce qu'on a en nous un certain nombre de préjugés dans notre regard, mais aussi parce qu'on est très peu équipé en termes de vocabulaire, parce que nous sommes encore les héritiers d'une certaine opprobre coloniale. Tout ce qui relevait des religions traditionnelles n'était pas appelé religion autrefois par les missionnaires. C'était la religion, c'était le christianisme, protestant ou catholique, mais pas les activités africaines, qui n'étaient pas vues comme des religions. Donc là, on va essayer d'un peu redresser ça et de faire comprendre qu'il y avait une grande diversité de religions en Afrique avant le christianisme. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés à créer une telle exposition qui parle de religion ? Alors non, pas de difficultés particulières, si ce n'est pour moi d'essayer de trouver un moyen d'organiser un tel foisonnement de données et de rassembler une très large équipe pour produire une exposition, parce qu'il faut vraiment beaucoup de monde, mais notamment dans nos rapports, on est allé sur le terrain, les liens qu'on a eus avec les représentants de culte ont été vraiment très cordiaux. Aussi à Genève, donc on a mandaté un photographe pour suivre les activités de 3 communautés
communautés religieuses, des mourides du Sénégal, des kimbanguistes du Congo et des orthodoxes érythréens. Et ce photographe était extrêmement bien accueilli dans tous les cas, à l'occasion de cultes, à l'occasion de funérailles, à l'occasion du Nouvel An orthodoxe. Donc ça s'est vraiment très bien passé. La scénographie de l'exposition est de Frank Undegla. Quelle scénographie a-t-il imaginé? Alors Frank Undegla est parmi les candidatures qu'on avait invitées, a été d'emblée le plus motivé. Frank Undegla est d'origine béninoise. Alors il s'est tout de suite relevé comme un poisson dans l'eau et en fait ça a toujours été son rêve de scénographier une telle exposition sur les religions africaines. Donc ce qu'il a voulu montrer, c'était, et là on avait vraiment beaucoup de convergence entre nous, montrer l'aspect ouvert de la plupart des pratiques religieuses en Afrique. Beaucoup se passe sur la place du village ou dans l'église, mais qui est souvent ouverte. Donc on va, on vient, on rentre, on sort, et on peut très bien être dans un culte et puis voir à travers les fenêtres une autre église. On peut très bien suivre un culte de possession et puis entendre un imam qui est plus loin. Donc il y a cet aspect ouvert et la scénographie est un peu à cette image. Donc où que l'on soit dans l'exposition, on a des perspectives d'une religion à l'autre. Parce que ceci est une des caractéristiques des religions en Afrique, c'est qu'il y a beaucoup de syncrétisme, c'est-à-dire que les religions se rencontrent, s'entremêlent, font des emprunts aux unes aux autres. Et c'est un peu ce que l'exposition, dans sa scénographie, cherche à montrer. Pourquoi cette exposition peut intéresser les familles et les enfants? Et les enfants. Alors, d'abord, tout le monde est bienvenu au MEG. On a vraiment à cœur que les expositions soient accessibles à tout le monde. Maintenant, je dirais en particulier pour les familles et les enfants, je voudrais attirer l'attention sur l'existence d'un programme extrêmement étoffé d'offres publiques, d'ateliers, de visites guidées. On a un carnet découverte pour les enfants, on a des audioguides qui sont très utiles pour les familles, on a des visites spéciales pour les familles, on a vraiment beaucoup de choses qui permettent aux familles, aux enfants d'aborder ces thématiques qui peuvent paraître assez difficiles et peut-être pas très attrayantes pour les enfants, mais on est vraiment bien équipé pour les recevoir en tout cas. Très bien, je vous remercie Monsieur Boris Wastio. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour Nora Berriou. Bonjour, bienvenue au MEG. Merci. Alors vous êtes médiatrice culturelle et scientifique. Alors pouvez-vous me dire pourquoi cette exposition peut intéresser les familles et les enfants en général ? Alors, comme toujours, que ce soit dans l'exposition permanente du MEG ou ces différentes expositions temporaires, on a vraiment dans nos activités de médiation et nos outils d'aide à la visite l'envie de créer un dialogue entre les membres d'une famille, de à la fois les ouvrir au monde, mais aussi soulever des questions sur leur propre culture, leur propre croyance, leur propre pratique. Et dans ce cadre, l'exposition Afrique s'y inscrit pleinement. Qu'est-ce que les enfants et les parents pourront découvrir tout au long de l'exposition ? Alors, l'idée vraiment de cette exposition, c'était pas d'être dans quelque chose d'exhaustif ou d'encyclopédique, mais de mettre le focus sur quelques aspects. Et il y a notamment un des aspects qui touche particulièrement les enfants et les familles, ça va être tout cet aspect protecteur de la religion, avec des très belles collections d'amulettes, de talismans, de Madagascar, d'Égypte, du Gabon notamment. Et donc de découvrir ces objets protecteurs, c'est aussi l'occasion de réfléchir sur soi et sur quels sont les objets qui nous protègent, quels sont donc tout l'univers des doudous, etc. pour les enfants. Il y a des ateliers également. Alors tout à fait, donc comme toujours le secteur de la médiation du MEG accompagne ses publics dans la découverte de cette exposition, que ce soit par des activités de médiation, donc on renouvelle nos formules d'ateliers famille qui ont lieu toute l'année et pendant la période sur l'exposition Afrique qu'auront ce sujet justement autour de l'exposition, avec notamment l'atelier famille Tunique Magique où les familles sont invitées à d'abord découvrir l'exposition, découvrir tout l'étalement dont je vous parlais et à réaliser ensuite en atelier ensemble, toujours cette idée de la relation parent-enfant, un t-shirt, une tunique protectrice qu'ils vont customiser selon leurs propres symboles, leur propre présentation. On a aussi des activités qui mettent en lien tout le patrimoine immatériel pour faire résonner les objets exposés, mais aussi toutes les pratiques culturelles qui les entourent, que ce soit les contes, toutes les transmissions orales, mais aussi la musique. Et donc ça, c'est un projet qu'on développe avec la bibliothèque du musée, qui est généreusement fournie en littérature jeunesse autour des sujets de l'Afrique
Afrique notamment, mais aussi sur l'ethnographie en général. Quelle est l'œuvre que les enfants aiment regarder, aiment s'attarder? Est-ce qu'il y en a une précise? Alors il y a vraiment l'objet je pense, il y en a plusieurs qui sont très saisissants, surtout que l'exposition emporte dans un univers sensoriel à la fois auditif et aussi visuel par les photographies, les vidéos. Si on raisonne vraiment en termes d'objets, je pense que le masque Chikunza, qui est lié justement aux initiations des jeunes liés au rituel de circoncision, mais du coup accompagne ces étapes des sacrements de la vie, et du coup c'est quelque chose qu'on aborde en visite avec les scolaires notamment, et qui interpelle aussi avec les enfants. Vous avez beaucoup de scolaires qui viennent également. Il y a pour les groupes peuvent venir également. Donc oui, tout à fait, les groupes, que ce soit en visite guidée ou en atelier visite, pour à la fois développer la créativité et s'inspirer. Nora Berriou, avez-vous quelque chose à rajouter? Alors on a tout ce qui est la médiation humaine en fait, donc où il y a un véritable accompagnement par les médiateurs, par les guides, notre animatrice d'atelier, mais il y a aussi des outils d'aide à la visite comme le carnet découverte qui est vraiment une spécificité du mec qu'on renouvelle à chaque exposition et qui sera cette année illustré par Albin Christen, un graphiste de Lausanne, et qui accompagne justement les familles à travers cette exposition. Très bien, je vous remercie Nora Berriou, merci beaucoup. Merci à vous. Afrique, les religions de l'extase, une magnifique exposition pour toute la famille à découvrir jusqu'au 6 janvier au MEG, le musée d'ethnographie de Genève en Suisse. À présent, c'est la rubrique Invité. Que faire des mômes ? Chaque semaine, je pars à la rencontre d'un ou plusieurs invités qui font l'actualité. Cette semaine, c'est un artiste fédérateur d'une force et d'une sensibilité authentique qui vous envoûtera à coup sûr par son charisme et sa voix puissante et cristalline. Il nous présente aujourd'hui son premier single, Je me sens vivant. Inca est mon invité. Bonjour Inca. Bonjour. Alors vous êtes auteur, compositeur et interprète. Votre actualité, c'est un nouveau single très réussi, Je me sens vivant. Je me sens vivant, c'est beaucoup de travail. Oui. C'est un titre que j'ai réalisé avec l'aide de mon équipe, Mike Dean, mon meilleur ami, et mon frère Sébastien. Donc ensemble, on a pu vraiment travailler sur ce titre sur à peu près 2 ans. Je l'ai composé en Islande et Je me sens vivant, c'est vraiment un appel à la vie, c'est vraiment un message d'espoir, de se sentir toujours conscient au quotidien et de tendre toujours vers le positif malgré les épreuves de la vie, malgré les souffrances. Voilà, donc Je me sens vivant, c'est vraiment un appel à la vie. On se retrouve la famille pour Que faire des mômes dans quelques minutes, toujours en compagnie d'Inca. Mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes ? De retour pour la suite de Que faire des mômes, votre émission familiale à partager sans modération. Inca est mon invité, il nous présente son single Je me sens vivant. Écoutez la suite de l'interview. Vous dites, même si la peur nous enchaîne, nous condamne, une voix me rappelle qu'un espoir vit toujours en mon être. Quelle est cette peur dont vous parlez ? Alors, c'est la peur de ne plus se sentir conscient. Ouais. Je veux dire par là que je pense que la société et le monde d'aujourd'hui nous enferment un petit peu dans un conditionnement. Et soit justement on prend conscience de ça et on se sent toujours soi-même, comme la première fois, comme enfant, où justement on n'a pas tous ces parasites, tous ces conditionnements que peut nous infliger la société, pour ceux qui ne le verraient pas. Donc cette chanson, c'est vraiment au niveau du texte, ça met en fait en image toutes ces choses-là, de toujours rester en pleine conscience de ce qu'on fait, d'être dans le moment présent. Est-ce que la vie ou la mort, ça vous effraie ? Du tout. Du tout ? Je vous pose cette question parce que j'ai regardé le clip, il y a un univers très particulier. Hein. Thierry Vergne, en fait, pour le présenter déjà, il a donc fait le titre, la réalisation du titre Quelque chose de magique de la légende du roi Arthur. Oui. Voilà, donc c'est comme ça qu'on s'est connus. Il avait donc travaillé aussi avec Céline Dion pour le titre Parler à mon père. Et plein d'autres artistes, je pense à Florent Motte, à Amir, Hélène Ségara, Patrick Fiori et tant d'autres. Voilà, donc c'est quelqu'un de très talentueux, Thierry, je le salue. Et ça a été vraiment un bonheur à réaliser ce clip avec lui parce qu'il a plein d'idées et puis on a vraiment mixé
voilà, entre guillemets, nos talents, nos expériences artistiques, et on a pu en faire, voilà, ce clip Je me sens vivant. En tout cas, dans les influences, il y a un côté toujours très rock'n'roll, un côté très visuel, à la limite du film d'horreur. Oui. Ouais, voilà, il y a ce côté-là. En fait, c'est que j'aime beaucoup Lady Gaga, j'aime beaucoup Madonna, j'aime beaucoup ces univers en fait très esthétiques, particuliers, originaux, qui ressemblent pas justement à tout le monde. Ça fait partie de moi, c'est des facettes en fait que j'exprime. Et dans ce clip-là, le message vraiment premier qui est véhiculé, c'est un peu spécial, mais en même temps très simple. C'est toutes ces créatures qu'on peut voir dans le clip représentent un peu justement le conditionnement de la société, de ne plus être lucide en fait, hein, d'être un peu comme un zombie, et de ne plus capter le moment présent. Alors je me répète, mais c'est un petit peu toujours ce message-là en fait qui est véhiculé. Oui. Et les médecins qu'on peut voir dans le clip représentent justement, par exemple, les gouvernements, les grandes sociétés capitalistes qui peuvent, voilà, nous effondrer, nous paralyser. Et voilà, c'est un petit peu tout ça qui est véhiculé comme message, de dire restez combatif et restez vivant en fait. Voilà, et tout ça sous fond de côté science-fiction, fantastique. J'aime beaucoup le cinéma, donc du coup, voilà, il a fallu forcément qu'il y ait un petit peu ce petit film, comme si voilà, on avait l'impression de voir un film en fait, hein, en 3 minutes. Vous me parliez de Madonna, de Lady Gaga. Vous faites showman quand on vous voit même dans ce clip-là, hein, déjà. Vous aimez la scène, oui, justement? Alors oui, bien évidemment, je suis complètement un showman. Je pense qu'on a pu le voir dans mon groupe à l'époque, Gravity Off, mon groupe rock'n'roll de l'époque, où j'ai vraiment en fait trouvé mon identité scénique et artistique, parce que je me suis beaucoup influencé à l'époque de Jim Morrison, dont je suis totalement admirateur, Freddie Mercury, Céline Dion aussi. Donc on fait le grand écart entre ces artistes, mais ils ont tous en fait ce lien qui les unit, c'est ce côté showman, c'est ce côté authentique sur scène, et je pense véritablement être comme ça, un artiste authentique qui a des messages à délivrer sur scène et qui est dans cette énergie de showman, de prendre la scène et de diffuser en fait cette force sur scène. Voilà, c'est quelque chose qui me catégorise très bien, effectivement. Inca, c'est également une voix lyrique, hein, c'est ça que vous avez? Alors, je dirais que ma formation technique vocale et lyrique, effectivement, donc on retrouve des sonorités lyriques dans ma voix, mais pas que lyriques. Il y a aussi toute cette formation rock'n'roll avec cette voix un petit peu éraillée de temps en temps qui revient. Dans l'émission Chanter la vie, présentée par Pascal Sevran sur France 2, vous avez été sélectionné parmi 5000 candidats et vous avez terminé 2e finaliste. Et ce qui vous a permis de participer au casting français pour l'Eurovision également. Quel souvenir gardez-vous d'entrée d'artiste et du casting de l'Eurovision? Oui, effectivement, on a 20 ans. On est en plein dans l'objectif de réaliser ses rêves. Et en même temps, on sait que la route est longue et que c'est pas facile. À cette époque, je me disais que passer à la télé... ou chanter devant des milliers de personnes, c'était quelque chose pour moi comme si je pouvais éventuellement gagner au loto, quoi. C'était quelque chose d'un petit peu impossible pour moi. Et puis finalement ça se réalise. Et c'était une expérience exceptionnelle, vraiment. Entrée d'artiste, la rencontre de Pascal Sevran, il m'a quand même donné ma chance, faut bien le dire. Pendant 3 mois, j'ai chanté donc tous les week-ends à la télé. Donc quand on a 20 ans et qu'on se retrouve devant tout ça, devant un public, devant la télé, devant la caméra, c'est absolument fantastique. Donc là, j'ai commencé à réaliser mes rêves, je dirais. Ouais. Et l'Eurovision alors? Eh bien, en fait, j'ai failli donc représenter la France à l'Eurovision. J'avais terminé donc second. Il y avait un public qui est composé composé de Charles Aznavour, Lara Fabian. Donc pareil, encore une fois, quand on a 20 ans et qu'on chante, 5 mètres de ces grands artistes-là, tout de suite, c'est absolument magique.
incroyable. Il se passe quelque chose d'absolument dingue. De nombreux auditeurs se souviennent sûrement de votre rôle de Mercutio dans Roméo et Juliette, comédie musicale de Gérard Preskurvic. Tout à fait. Vous êtes également la doublure de Tybalt. Vous aviez 2 rôles, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ouais. J'ai été donc alternant en fait sur Roméo et Juliette, la comédie musicale de Gérard Preskurvic. C'était juste après donc entrée d'artiste avec Pascal Sevran. C'était l'année 2006. Ouais. Donc je suis passé alternant de Mercutio et Tybalt, donc c'était un job très ingrat, très difficile. Oui, très difficile parce que voilà, on n'est pas la vedette du spectacle. Bien au contraire, on est tout le temps dans les coulisses, on doit apprendre de l'artiste principal et c'est très très difficile. Mais en même temps, je dirais que c'est très formateur et on gagne aussi en humilité par rapport à tout ça. Parce que c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que rien n'est facile, rien n'est évident, et que, encore une fois, la route est longue, et qu'il va falloir s'armer de patience et toujours donner le meilleur. Oui. En 2013, vous présentez à The Voice. Que pensez-vous sur ces télécrochets ? Alors, c'est un moyen médiatique de pouvoir se mettre en image. C'est comme une vitrine, en fait, qui présente des artistes. Donc ça, c'est très important parce que c'est ce qui nous permet de nous faire connaître. C'est très difficile de se faire connaître aujourd'hui. C'est plus comme avant où on pouvait se faire remarquer par un producteur dans un restaurant, dans un bar, n'importe où. Oui. Maintenant, voilà, ça devient de plus en plus difficile. Donc, il est vrai que ces émissions m'ont permis de pouvoir me faire remarquer par le public. Et puis aussi, on va en parler après, par Rising Star, c'est ça également. Oui, c'est bien ça. Et bien, effectivement, j'ai fait donc Rising Star, 2 prestations sur cette émission. J'ai chanté Prendre Racine de Calogero, à ma sauce, à ma façon. Je m'en souviens. Et voilà. Et SOS d'Intérieur en détresse de Balavoine, qui est une chanson que j'aime absolument, comme je pense beaucoup de monde. Et donc Dovatia était derrière son écran à ce moment-là. Il a eu de coups de cœur sur mon profil, sur ma personne, et il m'a contacté le lendemain ou quelques jours après, je ne sais plus. Et on s'est rencontrés et il m'a offert donc le rôle de Méléagant dans La Légende du roi Arthur, qui était un rôle de méchant. Oui, le rôle du méchant est absolument au départ, comment dire, je m'attendais pas en fait qu'on puisse me proposer un rôle comme ça. Puisque c'est vrai que je suis plutôt cool, plutôt gentil pour ceux qui me connaissent. Enfin voilà, je suis quelqu'un de simple. Et c'est vrai que ce rôle justement qui demandait tant de charisme, tant de profondeur de jeu d'acteur, etc. Je me suis dit mais est-ce que je vais être capable de pouvoir incarner ce rôle ? Et puis en fait avec les ateliers théâtre, tout ce qu'on a fait pour nous former au spectacle, je me suis aperçu que je n'étais pas que chanteur, mais aussi acteur. Je me sens vivant, c'est votre actualité. Inca, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous rend vivant ? Ce qui me rend vivant, c'est, je dirais tout simplement le moment présent. D'accueillir en fait chaque moment, les plus insignifiants soient-ils, mais d'en faire toujours des moments importants. Me balader dans la forêt, regarder le ciel, voir le regard des personnes que j'aime, ma famille, mes amis, mes fans, le public. Voilà, tout ça c'est très très important et c'est dans ces moments-là en fait que je me sens vraiment vivant. Je vous remercie Inca, merci beaucoup. Merci beaucoup. Même si la peur nous enchaîne, nous condamne, une voix me rappelle qu'un espoir vit toujours en mon être. Je fais danser le temps, je vois dans mon présent. Je me sens vivant, écoute-moi, je me sens vivant, regarde en toi, si vivant comme la première fois, je me sens vivant.
faire la lumière, sans être intimidé. Où peux-tu aller? Regarde, la porte est entrouverte. Je me sens vivant. Inca, Je me sens vivant, un single à vous procurer sans plus attendre. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des mômes. Un grand merci à mes invités, Naïma Zekri Debouza de Bébé Bump, Nora Berriou et Boris Wastio du MEG. Allez découvrir cette magnifique exposition Afrique, les religions de l'extase. Alexis Lécu du Parc zoologique de Paris, ne manquez pas les prochains rendez-vous sauvages. Et Inca pour son single Je me sens vivant. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Avant de nous quitter, je voulais vous remercier pour votre fidélité. Si vous découvrez notre programme pour la première fois et que vous avez aimé notre émission, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant un petit message sur le blog de l'émission www.quefairedesmoms.fr, en vous abonnant à notre newsletter et en nous suivant sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Eh bien la famille Que faire des mômes pour aujourd'hui c'est terminé. Bye bye.